deuxième capsule du jour. Après les déwètes, nous voici chez notre évidemment inégalable et irremplaçable ami Renault, chez Bruxelles Waterloo. Et nous allons avoir la chance de pouvoir... Ah ben c'est bien. Et donc une fois de plus, bien le bonjour messieurs. Nous sommes dépêchés. Vous avez donc deviné qui nous recevions comme deuxième capsule? Oui, non. Pourtant, nous sommes en terre waterlootoise. En plus, aujourd'hui, nous avons un temps digne d'un 18 juin, mais nous ne sommes pas le 18 juin. Dès lors, nous allons rencontrer les auteurs de Buonaparte, Rudy Well et Évangile, qui nous font le plaisir, après une séance de dédicace, de bien vouloir répondre à quelques questions. Alors, merci beaucoup. C'est pas très agréable. Nous sommes à distance réglementaire. Nous sommes tous vaccinés. Je pense qu'on peut retirer le masque. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, en terre waterlootoise, un nouvel album sur Bonaparte. Bon, il est sorti il y a quelque temps déjà. Quelle bonne idée de venir chez Renault. On va en reparler tout de suite. En général, je commence toujours mes interviews par une question très très simple. J'imagine que vous vous connaissez un peu, vous êtes un peu fréquenté. Ouais, quand même. Quand même, minimum, j'espère, un minimum. Et donc, ma première question, elle est très très classique. En 3 mots, si tu devais résumer Yvan en 3 mots, que dirais-tu, Rudy? D'un point de vue professionnel ou comme tu veux. Humain? L'humain, parfois plus intéressant que le professionnel. Mais déjà, au niveau humain, Yvan est quelqu'un de très sensible, donc qui a vraiment une approche très globale, très humaniste. Et au niveau dessin, je veux dire, ça se ressent dans ce qu'il fait, dans ce côté... on sent qu'il y a vraiment une dynamique, une fluidité... qui s'intéresse vraiment à la vie des personnages. Voilà, donc le dessin reflète vraiment sa personnalité. Humaniste, deuxième mot. Ah, je devais choisir 3 mots. Oui, comme ça c'est plus simple. Méticuleux et passionné. Et passionné parce que Yvan travaille sur des univers qui lui ont pas été imposés, c'est des univers qui l'intéressent et bon, il s'est beaucoup documenté. Yvan est quelqu'un qui aime bien travailler sur des projets qui lui parlent. Qui lui parlent. Que dirais-tu en 3 mots de Rudy? Bon, pour moi, c'est serait un peu plus compliqué. C'est pas ma langue maternelle. Mais je trouvais qu'avec Rudy et notre relation, qu'il est vraiment persévérant. Sévère, d'accord. Détailliste. Avec les très petits détails, il est toujours là. Méticuleux aussi, donc voilà. Ouais. D'une autre forme, à moi-même, les mêmes. Je dis et tranquille. Ça, c'est pratique. Zen, c'est... Mais je suis sûr que Yvan parle du côté méticuleux sur le choix des vers, parce que Fabienne et moi, donc on sait que nous sommes co-scénaristes, on est très attachés à effectivement les petites choses du quotidien, de la vie. Et les verres, par exemple, quand c'est un verre à sherry, c'est un petit verre. Et un verre à whisky, il est plus large. Oui. Bon, donc voilà. Donc, Yvan, peut-être qu'il fait moins la fête que nous au niveau Ça dépend. des vins et des alcools, je ne sais pas. Donc, non, c'est vrai, on s'est amusé parce que ces genres de petits détails, on aime bien effectivement que, d'un point de vue même historique aussi, qu'on ait quelque chose qui colle bien à l'année où ça se passe, quoi. À l'année où ça se passe. Justement, on va y revenir un peu après. Comment s'est passée votre rencontre? Alors, La la rencontre a été en fait facilitée par Paolo Grella, qui est le dessinateur de Libertalia, avec qui Fabienne et moi avions déjà travaillé, une trilogie chez Casterman. Et Paolo m'a présenté Yvan lors d'un festival à Évreux. Et voilà, on a sympathisé, on est resté en contact. Et il y a eu cette envie d'écrire autour de Buonaparte. Donc ça, c'est un projet qu'on avait initié à l'époque, Fabienne et moi, de travailler sur justement le côté moins connu de Napoléon, c'est-à-dire l'exil après, le côté moins, moins grande bataille, livre d'histoire. Et
Yvan, quelque part, c'était aussi un peu le chaînon manquant, puisqu'il avait évoqué déjà travailler sur la bataille et Bérésina. Donc c'était quand même deux épisodes qui ont fait évidemment l'histoire de Napoléon, mais je pense qu'il manquait aussi la fin. Donc on s'est rencontrés au bon moment. Voilà. On s'est rencontrés au bon moment. Oui, d'ailleurs, Yvan, tu es fort centré sur Napoléon. Effectivement, quand je vois la bataille, Buonaparte, Bérésina, les dragons de la frontière, l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui t'attire. Ouais, vraiment, bien sûr. En fait, les premiers projets qui étaient la bataille n'étaient pas ça. Je n'étais pas amateur du période napoléonienne, pas du tout. Mais après les premières séries qui a été assez vendues, je suis dans le processus de proposer de faire la suite qui était le deuxième roman de Rimbaud. Tout était une continuation très forte. Mais après Bérésina, retourner à Bonaparte a été plus ou moins j'ai trouvé que l'idée est très, très, très intéressante et avec le bicentenaire est très bien de boucler tous les années parce que nous avons plus que 20 années d'anniversaire, de célébrations, etc. Et j'ai trouvé que était une bonne forme de boucler tous les... Un cycle, quoi. Voilà. Ouais. Comment s'est passée votre collaboration? Parce que vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre. Non, mais Yvan a la chance d'habiter au soleil, à Madrid, dans la grande banlieue de Madrid. Et donc, c'est toujours très agréable d'aller lui dire bonjour, ça c'est sûr. Et sinon, le principe de la collaboration, la façon de fonctionner de manière la plus fluide, c'est une fois que le synopsis qu'on en a discuté, après le découpage, Yvan fait un storyboard qui nous soumet. Et puis sur base du storyboard, on voit si on s'est bien compris simplement, ou s'il y a des petites choses à régler, des petites choses à ajuster, avant qu'il ne passe à l'ancrage. L'éditeur aussi donne son avis. C'est toujours des suggestions, c'est jamais non plus des obligations, mais ça permet d'avancer en team vraiment tous les quatre, avec l'éditeur, pour que le final corresponde vraiment à quelque chose qui colle au mieux à l'histoire. Voilà. Beaucoup de visites sur les sites pour pouvoir repérer les endroits, créer les atmosphères, ou bien plutôt une documentation papier? Mais la partie documentation est importante, tant au niveau du contexte général. Et là, il y a des informations de première source qui sont les informations liées les journaux de bord des gens qui ont accompagné Napoléon, notamment le général Gourgaud qui raconte la vie à Sainte-Hélène au jour le jour. Ça, c'est pour la partie historique contenue. Pour la partie historique visuelle, il y a Sainte-Hélène, il y a pas mal de photos qui existent de Sainte-Hélène, il y a des gravures, il y a des anciens tableaux, il y a des choses, mais il y a parfois aussi des informations liées aux costumes, etc., on retrouve même des éléments qui ont été mis en vente publique, par exemple. Donc là, on a des photos carrément. Donc, par exemple, le pistolet que Napoléon utilise à Waterloo, on l'a retrouvé en photo dans une vente publique. Ça a permis à Yvan de pouvoir le dessiner tel qu'il était, quoi. Donc, c'est des petites choses. Il y a des trésors à trouver au niveau des ventes publiques. Et donc, pas de visite à Sainte-Hélène, ni rien. Mais c'était prévu, et malheureusement, avec le Covid, non, c'était parce qu'à Sainte-Hélène, en fait, il y a plein de choses à voir. Puisque Longwood, par exemple, où Napoléon a vécu, est toujours là. Plantation House, qui était la maison du gouverneur, est toujours présente. Donc, je veux dire, on ne désespère pas de pouvoir y mettre un jour les pieds, mais pour le tome 2. Il y a le tome 2, oui, tome 2 et 3. C'est vrai que Sainte-Hélène, pour moi, c'est un must. Puis c'est quelque part, après avoir lu autant de choses sur l'univers, ça donne envie, quoi. Ça donne envie. Au niveau de ta carrière, elle est quand même très variée. Les aventures de Charlotte avec André Teymans, la découverte de l'Europe. D'ailleurs, en parlant de la découverte de l'Europe, j'ai retrouvé des petits trésors
Je sais pas si tu... Oui. Tu te rappelles Parlement européen, il y a presque 20 ans. Parlement européen, j'en ai même retrouvé deux. Bon, Oui, c'était un thriller dans les arcanes en fait, du Parlement autour de la thématique de l'eau, du règlement eau. Et donc on a dû construire un thriller là autour. C'était très amusant à faire. Et surtout, les décors, ça se passe à Bruxelles essentiellement. Donc voilà. Bon, j'imagine que tu feras le plaisir de mettre un petit mot dedans. Hein. Bon, ceci dit, j'ai trouvé l'ordre impair également. Tu as également travaillé avec le Fonds social européen pour rebond, coup de pouce. Oui. C'est du très très varié. Et puis, je sais pas, il y a un petit vent comme ça qui est arrivé avec mon petit doigt qui m'a dit que tu avais certains projets avec un certain Nicolas Anspach. On peut en savoir un peu plus parce que Nicolas, on a beau essayer de le torturer, on n'arrive pas. Vous n'arrivez pas. Non, pas grand-chose. Alors... Il nous dit chaque fois, écoute, t'as qu'à demander à Rudy. Bon, mais j'ai eu la chance de rencontrer Baudouin. On se connaissait déjà, on a sympathisé. Et puis en brainstormant avec Baudouin et Nicolas, il y a eu cette envie qui est née d'écrire quelque chose autour du séjour au Coq d'Albert Einstein. Bon, et il y a des éléments. C'était en 1933 quand il a fui le régime nazi. Et en fait, il y a plein d'éléments de l'histoire, des faits de l'époque qui ont été repris dans notre projet. Mais on a construit ça comme un thriller, même si on se base sur des éléments de réalité, d'histoire. Donc, il y a toute une série de choses, effectivement, qui sont passées au Coq, qui sont passées à Ostende, voire à Spa, parce que Einstein avait de la famille à Spa. Donc, on s'est amusé à construire un univers là autour des personnes qu'il a rencontrées, autour de ce côté un peu fou, parce qu'il était traqué par les nazis, en même temps il laissait toutes ses portes ouvertes au Coq, et le côté savant fou, et il existait aussi dans ce contexte-là. Et donc, on a imaginé une histoire, bon, je ne peux rien dévoiler pour l'instant, mais on a imaginé une histoire tout à fait crédible, et donc ancrée dans ces quelques mois qu'il a passé au Coq en 1933. J'imagine que tu y es allé et tu t'es assis à côté de lui. Tout à fait, oui. Mais la statue ne date pas de son époque, malheureusement. Elle est assez récente. Oui, mais par contre, avec Nicolas et Baudouin, on est allé dans l'hôtel où il allait prendre son thé le matin. Et l'hôtel, en fait, c'est un hôtel Belle Époque, où il est un peu changé. Mais on a fait un petit tour, on est allé dans la brasserie. Il y a en commun des énergies qui sont toujours là. Yvan, en dehors du tome 2, tu as d'autres projets, ou bien quand tu te lances dans un projet, tu ne t'occupes que de ton projet? Bon, en fait, quand j'ai fait le tome 1, c'est la première fois que j'étais avec deux séries en même temps. Et ça a été dur du côté de l'énergie, du travail, etc. Et maintenant, je suis concentré, j'ai fini mon autre projet, je suis concentré sur Bonaparte. Et maintenant, je n'ai pas une autre chose à la tête. Ton dessin, il est très réaliste. Tu as des dessinateurs qui t'ont inspiré, tu as des modèles au niveau des dessinateurs qui t'ont précédé bien sûr, comme tous les dessinateurs, j'ai mes influences. Au début, c'était surtout les Américains, parce que j'ai lu beaucoup de comics au début avant de commencer à travailler pour la BD franco-belge. Mais avec la connexion, je dirais que Harold Foster avec les Prince Valiant et John Buscema sont les plus réalistes que j'ai encore continué avec ces sortes d'influences. Mais aussi Manara pour l'ancrage que j'ai fait, ça a été toujours une influence très forte. Et Allemand, Giro, c'est les plus. C'est classique. C'est tout des grands noms. C'est classique. Tout est très très grand nom. C'est des pointures. Si tu devais. Question peut-être un peu plus difficile. Tu as le droit de sortir un joker. On ne sait jamais.
Bon, tu vas la voir juste après, donc tu as le droit de réfléchir déjà. Si tu devais sortir une BD de toutes les BD que tu as lues, quelle serait la BD qui t'a le plus marqué? Les Princes Valiants. Le Prince Vaillant. Bien sûr. Rudy, quelle est la BD, la bande dessinée qui t'a le plus marqué? Si tu devais partir, quelle serait celle que tu prendrais? Je me suis souvenu récemment du Voyage en Italie de Cosé. C'est un album que j'ai adoré parce que c'était certainement un des premiers romans graphiques, comme on les a appelés, c'est-à-dire voilà, qui racontait une histoire plus intimiste. Et c'est un album qui m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé le premier album de Servet, Tendre Violette, de Servet de Wham, qui quelque part aussi était, enfin me parlait très fort. On entrait dans un univers à la fois réaliste et à la fois extrêmement original et ancré dans le terroir. Dans le terroir. C'est vrai que Servet, bon, mais tu restes toujours dans le même style de dessin, néanmoins alors. Parce que Servet, malgré tout, c'est aussi un dessin très, très poétique, très tendre, oui, mais très réaliste. À côté de ça, je suis un fan de Monsieur Jean, par exemple, hein, de Dupuy et Berberian. C'est des albums qui ont déjà... oui, ça fait déjà longtemps, mais pour moi, c'est des univers qui me parlent. Je ne suis pas spécialement... Je n'ai pas uniquement dans mes lectures que du réaliste. Que du réel. J'aime bien aussi les univers du quotidien. Ça, j'aime beaucoup. Y a-t-il un thème que tu aimerais développer un jour en BD et que tu n'as pas encore fait éventuellement parce que tu n'as pas trouvé le dessinateur ou tu n'as pas trouvé le temps ou l'idée de... ou le temps de le faire? Oui, peut-être raconter aussi le quotidien, quelque chose lié très fort au quotidien m'amuserait. Voilà. À une époque particulière? Contemporain, tout ça, oui. Oui. Il y a des choses à dire alors. Ah oui. Petite question fort d'actualité, bon, je ne pouvais pas l'éviter. Hein, aujourd'hui, c'était la sortie donc, de ce tome-ci. Oui. Que penses-tu des reprises? Je ne vais pas te demander ton avis sur la série, parce que bon, ben voilà, là, j'imagine que chacun a son avis et chacun. Mais de manière générale, que penses-tu des reprises de séries par des nouvelles équipes après la disparition des créateurs? Si ce sont des équipes qui impriment leur propre, enfin, où la création est très personnelle, où on n'essaie pas de faire juste une redite de ce qui a été fait avant. Ça peut être intéressant. C'est juste une question de ne pas vouloir complètement s'immerger dans un univers et ne rien y apporter. Je trouve qu'il faut un peu sortir des histoires. Hein, et il y en a qui réussissent, d'autres pas du tout. Tout à l'heure, juste avant, on était chez BD Web, on faisait une petite capsule, une petite interview avec Gad, qui vient de sortir une BD totalement déjantée, s'appelle Fantomard. Et je lui ai posé la même question. Et alors, j'en avais rajouté une autre qui est venue directement après. Si un jour on te téléphonait en te disant, ben voilà, Rudy, serais-tu prêt à reprendre cette série ou à faire un one-shot pour une série, laquelle te tenterait le plus? J'ai eu envie à une époque mais malheureusement, la famille a dit qu'il n'y aurait pas de suite. J'avais envie Simon du Fleuve, par exemple. Ah, je pensais que tu allais me parler de Tintin. Simon Dufleuve. Simon non, voilà, c'était ou Bernard Prince, mais en même temps, en relisant les Bernard Prince aujourd'hui, je trouve ça presque illisible. Pas au niveau des dessin, parce que je suis un fan absolu d'Herman, mais au niveau de l'écriture, on n'écrit plus comme ça. Tous les personnages parlent de la même façon. Et voilà, il y avait parfois même un côté moralisateur. C'est plus de la BD, enfin c'est comme le cinéma, hein, il y a une évolution tout le temps, donc il faut coller un peu à son temps. C'est l'occasion justement d'apporter ta touche. Tout à fait. C'est comme les films, il y a des vieux films français des années 60-70 qui sont un peu vintage, moi j'aime bien, parce que c'est une époque, c'est le reflet d'une époque. Donc mais qui vieillissent bien. C'est pas le cas de tous les albums. C'est pas le cas de tous les films non plus. Hein. Non, effectivement, il y en a qui sortent des radars. Que l'on retrouve plus difficilement. Petite question, combien de temps avez-vous mis finalement pour le tome 1? Toi pour concevoir le scénario et toi pour dessiner tout ce qu'il avait inventé.
Mais le scénario, avec Fabienne, on a brainstormé pendant presque 3 ans. 3 ans un pour gros le boulot scénario. Pour le scénario, oui. Pour mettre en image ce qu'ils avaient fantasmé. Bon, pour moi, les plus compliqués, c'est toujours trouver la recherche. Et j'ai demandé de l'aide. Et ils m'ont aidé beaucoup. Et avec ces sortes de choses, des détails que je ne sais pas s'ils sont réels ou fictifs, ou il y a une image ou pas. Mais pour le reste, j'ai trouvé que j'étais assez confortable avec les scénarios, les storyboards, parce que, comme il a dit, ils travaillent avec une forme de narratif assez humaine, assez plus intime que j'ai fait dans les autres projets que j'ai fait. Et pas la grande histoire, c'est moi des personnages, mais tout le temps. Et donc, en un moment pour n'avoir cette quantité de détails, des grandes choses, j'ai pu raconter plus les mouvements des personnages, l'expression humaine et tout ça. Eh ben, un tout grand merci en tout cas de nous avoir reçus. On attendra impatiemment le tome 2 et le tome 3. D'un autre côté, on va attendre impatiemment le petit thriller de Einstein également. Oui, j'ai oublié de préciser que la grande rencontre que Einstein a fait là-bas, c'est James Ensor, c'est le peintre. Donc voilà, c'est toute l'histoire aussi est construite autour de ça. Un tout grand merci. Bon, Fabienne, effectivement, n'était pas là parce qu'elle est retenue. Elle travaille à Dublin. Elle travaille à Dublin actuellement, donc voilà. Son premier passage en Belgique, on essaiera de... Pour le reste, vous savez très bien. D'abord, je remercie Reynolds de l'accueil une fois de plus. Je remercie les auteurs d'avoir eu la patience de nous recevoir, de répondre à nos questions et d'être encore là. Bon, connaissant Reynolds, à mon avis, l'après va être très agréable. Donc voilà, après le petit boulot, il y aura la récompense. Oui, je sais, vous attendez ma phrase classique. Je connais la prochaine capsule, mais je ne vous dis rien, parce que comme d'habitude, je garde ça pour moi. Mais je vous souhaite néanmoins une très bonne soirée et à la prochaine. Au revoir. C'est bon petit durum. C'est Thierry. Thierry.